Elles sont d'un apport déterminant dans la régulation de la circulation. Il s'agit bien des lignes blanches qui indiquent les limites des usagers de part et d'autre. Nous en parlons dans cette édition. En plus des ingrédients, la bonne humeur d'une cuisinière présage un menu délicieux. Même si le contraire n'est pas forcément synonyme d'une mauvaise cuisine, il pourrait y avoir un impact peu souhaitable à suivre également dans ce journal. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être à ce rendez-vous d'information sur votre chaîne de proximité ORTM2. Journée de sensibilisation sur les cancers du sein et du col de l'utérus à Mayamboukou, en commune 5 du district de Bamako. L'initiative est du club SECO. C'est une contribution aux efforts de lutte contre la maladie. Comme pour faire d'une pierre deux coups, les membres de ce mouvement ont procédé à un don de sang au bénéfice des nécessités. Mariam Sissoko. Sensibiliser certaines femmes pour les conscientiser sur les dangers des cancers du sein et du col de l'utérus avec le dépistage gratuit et le don de sang sont entre autres les défis que le club SECO veut relever. Pour cette première édition, l'objectif pour le club SECO est de sauver des vies d'abord pour ensuite éradiquer cette pathologie dans notre pays. On a organisé cette journée aujourd'hui pour pouvoir donner des informations, des renseignements, aussi le dépistage du cancer du col de l'utérus, du cancer du sein et aussi une collecte de dons de sang. C'est vraiment pour que les femmes des zones rurales, par exemple des femmes des zones communautaires, sachent que le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus existent réellement et que les personnes apprennent à donner le sang. Je suis venue pour le dépistage. C'est une première pour moi et je sais que c'est très important, comme on a l'habitude de dire, mieux vaut prévenir que guérir. J'invite toutes les autres femmes à venir se faire dépister. Selon les spécialistes, les cancers du sein et du col de l'utérus sont les plus fréquents dans notre pays, surtout que la majorité des décès occasionnés par cette maladie au Mali est due au diagnostic tardif des femmes atteintes. On sait que les deux cancers, le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus, c'est essentiellement les cancers les plus fréquents dans notre pays et les deux premiers cancers chez la femme. Quand on prend les chiffres, en moyenne, c'est 2000 nouveaux cas de cancer du sein au Mali tous les ans et à peu près 1400 à 1500 nouveaux cas de cancer du col de l'utérus. Et quand on prend les 2000 nouveaux cas de cancer du sein, 2400 selon mes dernières statistiques que j'ai lues, on va trouver que plus de 1900 ou environ 2000 qui décèdent. C'est énorme. C'est des femmes qui décèdent à 45 ans, à 50 ans, qui n'ont pas 80-90 ans. Il n'y a pas d'âge pour mourir, je suis d'accord, mais c'est des maladies, surtout le cancer du col de l'utérus, qu'on peut éviter. La meilleure façon d'éviter le cancer du col de l'utérus, c'est de faire les dépistages. Un geste simple mais très bénéfique pour les bénéficiaires, car c'est un moyen de se dépister gratuitement et de sauver des vies. Je vous le disais à l'instant, si en matière de cuisine, les femmes se démarquent les unes des autres en fonction des notions apprises, la bonne humeur peut aussi contribuer à la préparation des menus délicieux. Autrement dit, le contraire pourrait se produire si la ménagère n'est pas de bonne humeur. Des réactions à découvrir sur la question, c'est dans ce reportage signé Samba Sanogo. L'humeur est un état d'âme persistant. Elle diffère des émotions en ceci qu'elle est moins spécifique et moins influencée par des événements récents. Toute ménagère peut ressentir une humeur et cela peut l'affecter. Est-ce une raison de ne pas s'occuper de la cuisine à hauteur de souhait? Une ménagère mécontente ne doit pas se permettre de faire mal à sa cuisine car la cuisine fait partie du foyer. La bonne cuisine ou un bon repas rend les membres de la famille heureux quand ils mangent la nourriture. Si on parle de femmes au foyer, c'est grâce à sa cuisine. Les femmes ne sont pas les mêmes et leur cuisine diffère les unes des autres. Si tu prépares bien, tu seras toujours apprécié.
Cette ménagère donne des conseils afin d'accorder une importance à la cuisine malgré les mauvaises humeurs. Je demande aux mamans d'arrêter ce genre de comportement. Je leur demande également de bien conseiller leurs filles avant leur mariage. Les femmes au foyer ne doivent pas être négligentes quand elles font la cuisine. Quant au père de famille Suleiman Karakodjo, il sait tout de suite si sa femme est de bonne ou mauvaise humeur à travers sa cuisine. Quand ma femme est de bonne ou de mauvaise humeur, je sens directement sur sa cuisine et tous les membres auront une idée de ce qu'elle va apporter comme plat. Selon les spécialistes des sciences sociales, c'est un phénomène qui a des explications. La ménagère peut ne pas être en bonne humeur et pour plusieurs raisons, sinon pour plusieurs causes. Il y a des causes sociales ou bien qui font que la ménagère alors peut essuyer. Par exemple, il peut y avoir des disputes, il peut y avoir peut-être des petites chicanes entre elle et ses enfants et également des mésententes entre elle et le mari. Au dire de nos interlocuteurs, la ménagère peut être de mauvaise humeur, mais tout en préparant de la bonne nourriture. Secteur de la menuiserie métallique en pleine expansion au Mali. De nos jours, ils sont nombreux les particuliers à faire carrière dans le domaine, proposant des articles divers et variés à la pointe. Ils doivent notamment leur merveille à l'appropriation des équipements adaptés. Dala Traoré. Avec l'avancée des nouvelles technologies, les réalisations des artisans évoluent de plus en plus dans le domaine de la construction métallique. Des portes, fenêtres, balcons avec des designs modernes, ces objets ne sont pas importés mais fabriqués ici par les artisans maliens. Des prouesses bien appréciées par la clientèle. Bien sûr, c'est ça qui nous donne aujourd'hui, surtout les entrepreneurs maliens en particulier, même de ne pas vouloir aller ailleurs pour faire leurs produits ou produire leurs portes ou autre chose quand même. On a des satisfactions totales quand même aujourd'hui venant des artisans maliens, surtout dans le domaine métallique. Et puis les motifs de portes qu'ils font tout le temps pour nous et pour les satisfactions même que moi-même en personne j'ai eu, que mes clients ont accepté, ont apprécié. Pour faire du bon travail, il faut avoir des équipements nécessaires. Dieu merci, j'ai tout ce qu'il faut pour la réalisation des articles modernes et créatifs. Quand j'étais tout petit, j'observais les constructions métalliques des Européens à travers la télé. Il y a des clients qui amènent leurs modèles et d'autres nous font confiance. Chacun a un style propre à lui. Nous utilisons des métaux comme type carré. Celui-ci est fait avec des tôles. C'est un nouveau modèle et les machines nous ont facilité la tâche. Nous réalisons des balcons avec escaliers, fenêtres. Beaucoup de clients aiment ces articles modernes qui sont un peu plus chers que les anciens. Quand il s'agit de la fabrication d'articles, d'équipements pour les structures de santé ou encore d'objets utiles pour les propriétaires de citernes, les cultivateurs, les mines, nos deux artisans sont très forts dans ce domaine. Nous réalisons plusieurs articles en fer, notamment les entrepôts, des hangars pour les miniers, des cuves pour les stations d'essence, des citernes. Grosso modo, tout ce qui est en rapport avec la construction métallique. Des articles pour les cultivateurs. Autrefois, les gens pensaient que certains articles étaient importés. Actuellement, le marché est très lent. Les articles que je fabrique sont en grande partie destinés aux structures de santé, notamment des tables de consultation, des boîtes de soins, armoires, chariots. Le marché est très lent. Au dire de nos interlocuteurs, le manque d'organisation du secteur est l'une des principales difficultés auxquelles ils sont confrontés. Il y a aussi la concurrence déloyale car certains clients traitent directement avec des artisans sans passer par les ateliers. Autre grand titre de ce journal,
À l'image des panneaux de signalisation, les lignes blanches tracées sur les routes servent à faciliter la circulation, en ce sens qu'elles indiquent les limites des usagers de part et d'autre. On ne peut donc pas s'en passer au regard de leur apport précieux pour ces derniers. Cependant, l'importance de ces lignes reste peu connue de certains usagers. Modibo Sidibé nous fait découvrir ces lignes blanches dans ce reportage. En sortant de chez vous le matin pour aller à vos activités, que ce soit à pied, en moto ou en voiture, vous avez sûrement dû remarquer des lignes blanches tracées sur les routes. Que signifient donc ces lignes blanches? Les lignes blanches, ce sont les personnes en situation de handicap qui doivent quand même circuler là-dedans librement. Et il faudrait que ces gens-là le savent et en même temps la population aussi est éduquée dans ce sens. La ligne qui est sur le milieu du goudron là même, il ne doit pas dépasser pour aller de l'autre côté là-bas. Il doit continuer son chemin, ça marche droite. Pour plus de précisions sur la question, nous avons demandé à un promoteur d'auto-école la vraie signification de ces lignes blanches, encore appelées dans le jargon marquage au sol. Maintenant, lorsque vous me parlez de marquage au sol, en ce moment, nous entamons la phase signalisation routière. Lorsque vous parlez de signalisation routière, elle englobe deux grandes familles. Il y a la signalisation verticale et la signalisation horizontale. Et la signalisation verticale englobe les panneaux, les feux, l'agent, ainsi de suite. Maintenant, lorsqu'on veut parler de la signalisation horizontale, il s'agit de marquage au sol. Voilà, les lignes blanches, les lignes entrecoupées, les discontinues, les flèches, tout ce que nous retrouvons, même les écritures sur la route, est appelé le marquage au sol. Bon, les marquages au sol viennent en complément de la signalisation horizontale ou en remplacement de la signalisation horizontale. Mais ces deux signalisations ne se contredisent pas. Voilà. À chaque fois que vous avez les marquages au sol, soit c'est en train de donner un renseignement, c'est une signalisation à part, ou ça conforte ce que dit la signalisation verticale. Par exemple, c'est le cas des panneaux de stop où après on peut avoir la ligne de stop, ainsi de suite. Selon lui, il existe plusieurs types de marquages au sol, tous essentiels les uns que les autres. Bon, il y a plusieurs types de marquages au sol. Vous avez la ligne continue, vous avez les lignes discontinues, où on peut trouver deux sortes de lignes discontinues. Il y a les lignes discontinues qui sont les lignes de dissuasion. Il y a les lignes discontinues qui sont les lignes d'avertissement. Il y a même la ligne axiale qui est aussi en ligne discontinue. Il y a les lignes aussi qu'on appelle les lignes de rive qui délimitent la partie de la route qui est réservée à la circulation qu'on appelle l'associé à l'accotement ou à la bande d'arrêt d'urgence. Ces lignes blanches ont une durée de vie limitée dans notre pays. À part quelques artères, elles sont toutes effacées. Pourtant, ces marquages au sol sont d'un apport énorme pour les usagers de la route, surtout pendant la nuit. Elle rend la route plus sûre. Vous savez que même les marquages au sol, là, même la nuit, si c'est nouvellement tracé, ces lignes-là sont à la lumière des phares. Elles sont réflectorisées. Vous pouvez les voir la chaussée très bien, savoir où vous allez, où ne pas aller. Donc leur utilité est de grande taille. Pour Issa Kamara, les usagers de la route doivent connaître les lignes blanches et surtout les respecter rigoureusement, gage de sécurité routière. Le non-respect de ces marquages au sol, je dirais très généralement, il y a beaucoup d'accidents qui surviennent sur nos routes hors agglomération qui sont dus à ça. Parce que c'est ce non-respect qui amène à des dépassements inappropriés, voilà, qui amène des fois à des accidents bidons. Même lorsque vous voulez stationner, quand il y a la présence d'une ligne continue, c'est qui veut dire que même hors agglomération, vous n'avez plus le droit de traverser la ligne continue pour aller à gauche. Les gens sont surpris. Voilà. Et tout arrêt au stationnement doit être fait de façon à gêner le moins possible la circulation. Et si c'est la nuit dans un endroit obscur, il faut quand même que vous signalez ça. Il faut le dire, ces lignes blanches tracées sur les routes n'ont pas pour but d'embellir nos voies. Elles rendent les routes plus sûres. Alors sauvons des vies en respectant les codes de la route.
Sport dans ce journal. Entre le football et le métier de moniteur sportif, il n'y a qu'un pas. Et ce pas, Abdul Karim Tungara dit Extra l'a franchi. Cet ancien footballeur âgé de 38 ans a joué à l'Union sportive de Kita, aux 11 créateurs de Nyarela et au Djoliba AC entre 1996 et 2009. Mais hélas, il a été contraint d'abandonner cette discipline à la suite d'une blessure grave. Aujourd'hui, Extra a réussi sa reconversion en devenant un moniteur. Comment est-il parvenu à intégrer le circuit? La réponse, c'est dans ce reportage réalisé par notre reporter Mamoutou Danti. La carrière d'un sportif d'élite est généralement difficile à gérer comparativement à la plupart des autres activités professionnelles. Certains sportifs ont bénéficié de contrats juteux qui leur ont permis de gagner d'importantes sommes d'argent. D'autres doivent se contenter de rémunérations bien plus modestes pour gérer leur après-carrière. C'est le cas d'Abdul Karim Tungara, un ancien footballeur de l'Union sportive de Sec de Kita, des 11 créateurs de Nyarela et du Djoliba AC de 1996 à 2009. Appelé par les intimes Extra ou Kara, Abdul Karim Tungara a évolué avec les catégories inférieures de l'équipe nationale du Mali. Il a été contraint d'abandonner le terrain suite à une blessure. Quand j'ai quitté Kita pour le Djoliba, j'ai contracté une blessure en 2005-6. Quand j'ai compris que je n'ai plus de chance d'évoluer correctement, j'ai arrêté. Et je n'ai eu que des difficultés. C'est ça qui explique mon échec surtout. Du haut de ses 38 ans, marié et père de 3 enfants, dont 2 garçons, le natif de Kita a bien réussi sa reconversion après le football. Les gens n'ont pas toujours la même chance. Je prends soin de ma famille. Après mes blessures, quand je jouais, il fallait trouver vite une solution au lieu de se contenter de l'argent des supporters. C'est pourquoi je suis resté déterminé à faire ce métier de moniteur sportif. Je le faisais pour un début, sans rémunération. Combien difficile pour certains, la carrière d'un footballeur demande souvent des sacrifices et des soutiens. Quand tu te maries avec une personne, tu dois l'encourager dans le travail qu'elle fait, même si c'est difficile. La femme est censée entretenir la maison et les enfants, et c'est ce que je fais. En réalité, ce n'est pas du tout facile. Mon cas est juste dû à la volonté du bon Dieu. Si l'origine de mon échec était due à autre chose, j'allais sentir le regret. Mais c'est à cause d'une blessure, donc je ne regrette pas. Actuellement, je n'ai aucune relation avec mes anciens dirigeants sportifs. Honnêtement, je peux dire que ça m'a un peu surpris. Il y a beaucoup d'entre nous, après leur carrière, qui ne savent pas quoi faire. Mais lui, quand même, il a su vraiment se régénérer, si je peux dire. Parce que là, la reconversion, donc c'est pas facile. Il a su vraiment se reconvertir. Aujourd'hui, un coach, vraiment, c'est fabuleux, quoi. Franchement, c'est un exemple à suivre, parce que là, il y a beaucoup d'entre nous qui hésitent et en même temps qui n'entreprennent rien. C'est pas du tout bon. Aujourd'hui, après sa carrière de footballeur, Abdul Karim Tungara est moniteur sportif dans un vidéoclub de Bamako depuis 4 ans. Comme dans le football, le professionnalisme de l'enfant de Kita est bien apprécié dans son nouveau métier. Son travail est formidable, il est très disponible, très courtois. Et lorsque je suis venu dans la salle, il a été vraiment un soutien pour moi. Il m'a assisté et m'a aidé dans beaucoup de choses. Donc je pense que la transition a été formidable. Il a le sens d'écouter les gens, d'aider les gens. Même si vous faites 2 jours, 3 jours sans être dans la salle, quand vous appelle, vous demandez qu'est-ce qui ne va pas, est-ce qu'il y a un problème. Donc ça c'est quelque chose que je remarque.
Donc ça veut dire qu'il est professionnel. Certes, la reconversion d'un footballeur est souvent difficile, mais il faut plus d'abnégation et de détermination pour réussir à mener l'après-carrière. Celui qui est un exemple en la matière prodigue des conseils à ceux qui sont encore en activité. Moi, je pense que le football est plus difficile que ce que je fais maintenant. C'est une raison suffisante pour faire d'autres métiers, si possible en dehors du football. Beaucoup de personnes ne comprennent pas cela. Je demande à ceux qui sont encore en activité et les anciens de ne jamais baisser les bras. La vie de l'après-carrière est possible, mais il faut plus de courage. Moi, je pense que c'est mieux que une vie réussie après une carrière sportive en Afrique et au Mali est bel et bien possible. Il suffit d'être beaucoup plus imaginatif et entreprenant. Voilà, félicitations et courage à Abdul Karim Tungara. Point Covid, avant de clore ce journal, sur 343 tests réalisés, on note 3 cas positifs, un guéri, 0 décès. À ce jour, 6 personnes sont sous traitement pour vous protéger et protéger les autres. Suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain. Merci et bonne soirée.